Dostoïevski, le double, chapitre 5. Toutes les tours de Pétersbourg qui montrent et sonnent l'heure sonnèrent exactement minuit quand M. Goliathkin, hors de lui, bondit sur le quai de la Fontanka, tout près du pont Ismaïlovski, fuyant ses ennemis, les persécutions, la grêle des Orients qui pleuvait sur lui, les cris des vieilles bouleversées, les oh et les ah des femmes et les regards assassins d'Andrei Filipovitch. Monsieur Goliathkin se retrouvait tué complètement dans le plein sens de ce terme, et s'il conservait encore à cet instant la faculté de courir, c'était uniquement suite à une espèce de miracle auquel lui-même, pour finir, se refusait à croire. La nuit était affreuse, une nuit de novembre, mouillée, brumeuse, pluvieuse, neigeuse, porteuse d'inflammation, de rhume, d'état fébrile, d'angine, de fièvre en tout genre et de toutes les sortes. Bref, de tous les dons d'un mois de novembre à Pétersbourg. Le vent geignait dans les rues désertées, le vent plus haut que les anneaux d'amarrage, l'eau noire de la Fontanka, touchant avec une joie méchante les maigres réverbères du quai, lesquels, à leur tour, répondaient à ces geignements par un petit grincement ténu et perçant, ce qui composait ce concert interminable, piailleur et tintinnablement, que chaque Pétersbourgeois connaît fort bien. Il pleuvait et neigeait à la fois. Les jets de pluie, déchirés par le vent, jaillissaient presque à l'horizontale, comme d'un tuyau de pompier. Il piquait et fouettait le visage du pauvre monsieur Goliathkin, comme des milliers d'épingles et d'aiguilles. Il piquait et fouettait le visage du pauvre monsieur Goliathkin comme des milliers d'épingles et d'aiguilles. Au milieu du silence nocturne, rompu seulement par le fracas lointain de quelques carrosses, les hurlements du vent et le grincement des réverbères, on entendait les clapotements et les cinglements monotones de l'eau qui dégringolait de tous les toits, des hauts vents, des gouttières et des corniches, jusqu'au revêtement de granit du trottoir. Il n'y avait pas âme qui vive, ni de près ni de loin, et semblait-il, il ne pouvait pas en avoir à une heure pareille, et par un temps pareil. Ainsi donc, il n'y avait que le seul monsieur Goliathkin, tout seul avec son désespoir, qui trottait à cette heure-là sur le quai de la Fontanka avec son petit habituel court et pressé, courant à toute allure jusqu'à sa rue des Six Boutiques, son troisième étage, jusqu'à chez lui, dans son appartement. Quoique la neige, la pluie et tout ce qui n'a même pas de nom quand le vent et la mélasse se déchaînent sous le ciel de novembre de Pétersbourg, d'un coup, soudain, se soit attaqué à un monsieur Goliathkin déjà tué avant cela, sans lui accorder la moindre pitié et le moindre repos, le transperce. Quoique la neige, la pluie et tout ce qui n'a même pas de nom quand le vent et la mélasse se déchaînent sous le ciel de novembre de Pétersbourg, d'un coup, soudain, se soit attaqué à un monsieur Goliathkin déjà tué avant cela, sans lui accorder la moindre pitié et le moindre repos, le transperçant jusqu'aux os,
lui collant les yeux, lui soufflant dessus de tous côtés, lui faisant perdre son chemin et ce qui lui restait de raison, quoique tout cela, d'un seul coup, se soit jeté sur monsieur Goliathkin, comme se mettant exprès de mèche et complotant avec tous ses ennemis pour lui préparer un jour, un soir et une nuit de derrière les fagots. Malgré tout cela, donc, monsieur Goliathkin resta quasiment insensible à cette dernière preuve de l'acharnement du destin. Tellement il avait été bouleversé et sidéré par tout ce qui lui était arrivé voici quelques minutes chez monsieur le conseiller d'État BRNDIF. Si, à ce moment-là, un quelconque observateur étranger non impliqué avait lancé un regard comme ça en passant sur la course angoissée de monsieur Goliathkin, même lui se serait senti gagné par tout l'effroi terrifiant de ses malheurs et n'aurait pas manqué de dire que monsieur Goliathkin avait un air en ce moment qui signifiait que lui-même, il voulait se cacher loin de lui-même, n'importe où, que lui-même, il voulait s'enfuir loin, n'importe où, de lui-même. Oui, c'était réellement le cas. Disons plus. En ce moment, non seulement monsieur Goliathkin voulait s'enfuir loin de lui-même, mais plus encore, il désirait s'anéantir entièrement, ne pas être... Oui, c'était réellement le cas. Disons plus. En ce moment, non seulement monsieur Goliathkin voulait s'enfuir loin de lui-même, mais plus encore, il désirait s'anéantir entièrement, ne pas être, se transformer en cendre. À la minute présente, il n'entendait rien de ce qui l'entourait. Il ne comprenait rien de ce qui se faisait autour de lui. Il avait un air qui signifiait en fait que rien n'existait pour lui, ni les désagréments d'une nuit de tempête, ni la longueur du chemin, ni la pluie, ni la neige, ni tout cet effroyable orage. Le caoutchouc tombé du soulier droit de monsieur Goliathkin resta englué dans la boue et la neige, et sur le trottoir de la Fontanka. Et monsieur Goliathkin ne pensa même pas revenir le chercher et ne remarqua pas sa perte. Il était tellement troublé que plusieurs fois, soudain, malgré tout ce qui l'entourait, pénétré complètement par l'idée de la chute terrifiante qu'il venait de subir, il s'arrêta, figé comme un poteau, au milieu du trottoir. À ces moments-là, il mourait, disparaissait. Puis soudain, il se précipitait comme un furieux. Il courait sans se retourner, comme si quelqu'un le poursuivait, comme si un malheur encore plus terrifiant le suivait au talon. De fait, la situation était affreuse. Au bout du compte, complètement épuisé, monsieur Goliathkin s'appuya à la rambarde du quai, dans la position d'un homme qui, soudain, d'une façon complètement inattendue, s'est mis à saigner du nez et s'est mis à fixer l'eau noire et trouble de la Fontanka. On ignore combien précisément de temps il demeura ainsi dans cette occupation. On sait seulement qu'à cet instant,
M. Goliathkin en arriva à un tel désespoir, fut tellement torturé, tellement épuisé, les faibles restes de son courage se virent tellement bas, tellement anéantis, qu'il en vint à tout oublier. Le pont Izmaïlovski, la rue des Six Boutiques, et son présent, trois petits points. Et quoi de fait? De fait, tout lui était égal. L'affaire était réglée, finie, la décision rendue, contresignée. Lui, qu'est-ce que ça lui faisait? Soudain, soudain, il tressaillit de tout son corps et malgré lui bondit de 2 pas en arrière. Soudain, soudain, il tressaillit de tout son corps et malgré lui bondit de 2 pas en arrière. Empreint d'une inquiétude indicible, il se mit à regarder autour de lui, mais il n'y avait personne. Il n'était rien arrivé de spécial. Pourtant, pourtant, il venait d'avoir l'impression qu'il y avait eu quelqu'un là, au moment même, à la seconde, qui s'était tenu là près de lui, à côté de lui. Lui aussi accoudé à la rambarde du quai. Chose incroyable. Qui lui avait même dit quelque chose. Lui avait dit quelque chose très vite. Une voix précipitée. Pas tout à fait compréhensible, mais quelque chose qui lui était très proche, quelque chose qui le concernait. Qu'est-ce que c'est? Une impression ou quoi? Dit M. Goliathkin en regardant toujours autour de lui. Mais moi, où est-ce que je suis? Eh, conclut-il, hochant la tête, et pourtant empreint d'une sensation inquiète, pleine d'angoisse, même de peur. Il se mit à scruter ces lointains troubles, humides, tendant toutes les forces de sa vision, et essayant de toutes les forces de ses yeux myopes de percer le milieu humide qui s'étendait devant lui. Pourtant, il n'y avait rien de nouveau, rien de spécial qui puisse jeter aux yeux de M. Goliathkin. Tout, semble-t-il, était en ordre, tout était comme il fallait, c'est-à-dire que la neige tombait encore plus drue, plus lourde, plus épaisse. On ne voyait rien à une distance de 20 pas. Les réverbères grinçaient d'une voix encore plus perçante qu'avant. Et le vent, semblait-il, lançait une chanson d'angoisse encore plus larmoyante, encore plus pitoyable, comme un mendiant qui se colle à vos basques, vous suppliant de lui donner un sou de cuivre pour pouvoir manger. Eh, mais qu'est-ce qui m'arrive donc? Répéta une nouvelle fois M. Goliathkin, reprenant son chemin et regardant toujours en coin autour de lui. Et pourtant, c'est une espèce de sensation nouvelle qui se répandait à présent dans tout l'être de M. Goliathkin. Pas tout à fait l'angoisse, pas tout à fait la peur. Un tremblement fébrile lui parcourut la moindre veine. La minute était indiciblement désagréable. Bon, ça ne fait rien, dit-il pour se ragaillardir. Bon, ça ne fait rien, dit-il pour se ragaillardir. Bon, ça ne fait rien. Peut-être que ce n'est encore rien du tout, que ça que cela ne souille l'honneur de personne. Peut-être que c'était ce qu'il fallait, poursuivait-il, sans comprendre lui-même ce qu'il disait. Peut-être que tout est bien, qui finit bien, le temps venu, et il n'y aura pas de reproche, et tout le monde sera justifié. Parlant ainsi, et se soulageant grâce à ces paroles, M. Goliathkin se secoua un peu, se débarrassa des flocons de neige qui s'étaient amoncelés,
écorce épaisse, sur son chapeau, son col, son manteau, sa cravate, ses souliers et tout. Mais il n'arrivait toujours pas à repousser loin de lui, à rejeter de son être ce sentiment étrange, cette angoisse étrange et sombre. Loin, quelque part, on entendit un coup de canon. Quel temps, hein, se dit notre héros. Hein, et s'il y avait une inondation? L'eau, tiens, elle a monté trop haut. À peine M. Goliathkin avait-il dit ou pensé cela, il vit devant lui un passant qui venait à sa rencontre. Un passant qui, lui aussi, sans doute, autant que lui, s'était attardé pour telle ou telle raison. Une affaire, on aurait pu croire de rien, fortuite, mais on ne sait pas pourquoi. Monsieur Goliathkin se trouve là et fut même pris de panique. Il se retrouva un peu perdu. Non pas qu'il eût peur d'un méchant homme, mais comme ça, peut-être bien. Bon, et puis aller savoir avec cet attardé, se sentit penser Monsieur Goliathkin en une seconde. Peut-être, lui aussi c'est pareil. Peut-être, c'est lui si ça se trouve, l'essentiel là-dedans. Et ce n'est pas pour rien qu'il vient. C'est dans un but qu'il vient, qu'il me traverse ma route et qu'il me frôle. Peut-être du reste, Monsieur Goliathkin ne se dit-il pas précisément cela. C'était peut-être justement une impression instantanée, quelque chose de semblable et de très déplaisant. Du reste, pour réfléchir et ressentir, c'était trop tard. Le passant était déjà à 2 pas. Monsieur Goliathkin, tout de suite, selon son habitude de toujours, s'empressa, Monsieur Goliathkin, Monsieur Goliathkin, tout de suite, selon son habitude de toujours, s'empressa de prendre un air tout à fait particulier. Un air qui exprimait clairement que lui, Goliathkin, il était comme ça, et qu'il n'était rien, que la route était assez large pour tout le monde, et que lui, n'est-ce pas, Goliathkin, il ne touchait personne. Soudain, il s'arrêta, pétrifié, comme frappé par la foudre. Puis très vite, il se retourna dans le dos du passant qui venait juste de le dépasser. Il se retourna avec un air, comme si quelque chose venait de le tirer par derrière, comme si le vent venait de faire virer sa girouette. Le passant disparaissait très vite dans la tempête de neige. Lui aussi, il marchait vite. Lui aussi, comme M. Goliathkin, il était habillé et emmitouflé de la tête aux pieds. Et lui aussi, comme lui, il trottait et courait sur le trottoir de la Fontanka d'un petit pas, courait pressé, avec des petits bonds. Quoi, qu'est-ce que c'est? Chuchotait M. Goliathkin avec un sourire méfiant, mais non sans tressaillir de tout le corps. Des frissons, des frissons glacés lui parcourent le dos. Entre-temps, le passant avait complètement disparu. On ne voyait plus, on n'entendait plus ses pas, tandis que M. Goliathkin restait encore figé et regardait dans sa direction. Pourtant, il finit quand même par reprendre ses esprits. Mais qu'est-ce que c'est que ça, se dit-il avec dépit, où je serais vraiment devenu fou alors? Il se retourna et reprit sa route, accélérant et augmentant toujours le nombre de ses foulées et s'efforçant plutôt, tant qu'à faire, de ne penser à rien.
Il finit même par fermer les yeux, dans ce but-là. Soudain, sous les geignements du vent et le bruit de la tempête, son oreille capta un bruit de pas tout à fait proche. Il tressaillit, il rouvrit les yeux. Devant lui, à nouveau, à une vingtaine de pas de lui, il voyait la tache noire d'un petit homme qui s'approchait très vite. Ce petit homme, il était pressé, il trottait, se hâtait. La distance diminuait très vite. Monsieur Goliathkin pouvait même déjà pas faire. Monsieur Goliathkin pouvait même déjà parfaitement distinguer son nouveau camarade attardé. Il le distingua et poussa un cri de stupeur et d'effroi. Ses jambes fléchirent. C'était ce même passant qu'il avait déjà vu, que voilà 10 minutes il avait laissé passer devant lui et qui soudain, d'une façon tout à fait inattendue, réapparaissait maintenant devant lui. Mais ce n'était pas ce seul miracle qui avait fait sidérer M. Goliathkin. Or, M. Goliathkin l'était tellement sidéré qu'il s'était arrêté, qu'il poussa un cri, voulut parler. Il s'élança pour rattraper l'inconnu, même lui cria quelque chose, voulant sans doute l'arrêter le plus vite possible. L'inconnu s'arrêta réellement, disons à une dizaine de pas de M. Goliathkin, et de façon à ce que la lumière du réverbère qu'il avait auprès de lui tomba complètement sur toute sa silhouette. Il s'arrêta, se retourna vers M. Goliathkin et attendit avec un air d'impatience soucieuse de savoir ce qu'il dirait. Excusez-moi, je me suis peut-être trompé, prononça notre héros d'une voix tremblante. L'inconnu se tourna en silence et avec dépit et reprit son chemin très vite, comme s'il était pressé de rattraper les 2 secondes que M. Goliathkin lui avait fait perdre. L'inconnu se tourna en silence et avec dépit et reprit son chemin très vite, comme s'il était pressé de rattraper les 2 secondes que M. Goliathkin lui avait fait perdre. Quant à M. Goliathkin, toutes ses veines furent saisies d'un tremblement, ses genoux se plièrent. Ses genoux se plièrent, faiblirent, et il s'assit en gémissant sur une borne du trottoir. Quant à M. Goliathkin, toutes ses veines furent saisies d'un tremblement, ses genoux se plièrent, faiblirent, et il s'assit en gémissant sur une borne du trottoir. Du reste, réellement, il y avait de quoi sombrer dans un état pareil. Le fait est que l'inconnu venait de lui paraître, d'une façon ou d'une autre, comme très connu. Cela n'aurait été encore rien, mais à présent, il l'avait reconnu, il l'avait presque reconnu, cet homme. Il l'avait vu souvent, cet homme. Il l'avait déjà vu, et même tout à fait récemment. Mais où donc? Hier, sans doute, non? Du reste, là encore, ce n'était pas l'essentiel que M. Goliathkin l'ait vu souvent. Et puis, il n'y avait rien de trop spécial dans cet homme-là. Cet homme, au premier regard, il n'attirait l'attention spéciale de résolument personne. Non, c'était un homme comme ça, comme tout le monde, bien, cela va de soi, et comme tous les hommes bien, il avait même quelques qualités, enfin, et peut-être très remarquables. Bref, c'était un homme qui restait seul en lui-même. Monsieur Goliathkin ne nourrissait même aucune haine, aucune hostilité, même pas ne serait-ce que la plus légère inimitié contre cet homme. Mais au contraire, semblait-il, et pourtant, et c'est dans cette circonstance qu'était la force principale, et pourtant, même au prix de tous les trésors de la terre,
il n'aurait pas voulu le rencontrer. Et surtout le rencontrer comme par exemple à présent. Disons plus, Monsieur Goliathkin connaissait parfaitement cet homme. Il savait même comment il s'appelait, son prénom et son nom de famille. Et pourtant, pour rien au monde, et là encore, au prix de tous les trésors de la terre, il n'aurait voulu le nommer. Il n'aurait accepté de dire que voilà, n'est-ce pas, il s'appelait lui comme ça, et que voilà, n'est-ce pas, voilà son patronyme et son nom de famille. Les bêtises de Monsieur Goliathkin durera-t-elle peu, durera-t-elle longtemps, il resta-t-il longtemps assis sur la bonne bande de trottoir? Je ne peux pas le dire. Toujours est-il que, reprenant enfin un peu ses esprits, il se lança soudain dans une course folle. Il courut aussi vite qu'il le pouvait. Il n'avait plus de souffle. Il trébucha 2 fois, faillit tomber, et dans cette circonstance, c'est le second soulier de M. Goliathkin qui devint orphelin, lui aussi lâché par son caoutchouc. Enfin, M. Goliathkin ralentit un peu pour reprendre son souffle, regarda hâtivement autour de lui et découvrit qu'il avait déjà parcouru, mais pardon. Enfin, M. Goliathkin ralentit un peu pour reprendre son souffle, regarda hâtivement autour de lui et découvrit qu'il avait déjà parcouru, sans même le remarquer, tout son chemin le long de la Fontanka, avait traversé le pont Anichkov, passé une partie du Nevski et se tenait à l'angle du Litemi. Monsieur Goliathkin tourna dans le Litemi. Sa situation à cet instant ressemblait à celle d'un homme qui se tient au bord d'un gouffre terrifiant. Quand la terre s'ouvre sous lui, qu'elle se casse déjà, bouge, tressaille une dernière fois, tombe, l'entraîne dans l'abîme. Et pourtant, le malheureux n'a pas la force ni l'esprit assez fin pour bondir en arrière, pour détourner les yeux de ce gouffre béant. Le précipice l'entraîne, et pour finir, il y saute lui-même, accélérant encore la minute de sa mort. Monsieur Goliathkin savait, il sentait, il était entièrement persuadé qu'en chemin, il lui arriverait absolument encore quelque chose de mauvais. Un autre désagrément devrait encore lui tomber dessus. Que, par exemple, son inconnu, il le rencontrerait encore. Mais chose étrange, il allait jusqu'à désirer cette rencontre. Il la pensait inévitable et demandait seulement que tout cela se termine au plus vite, que sa situation, bon, se résolve d'une façon ou d'une autre, mais vite. Et pourtant, il continuait toujours de courir, de courir. Et comme s'il était ému par une sorte de force étrangère, car il sentait dans son être une sorte d'affaiblissement, d'habitude, il ne pouvait penser à rien, même si ses idées s'accrochaient à tout, comme la ronce. Un petit chien perdu, tout mouillé, tout tremblant, voulut s'attacher à M. Goliathkin. Et lui aussi, il courait à côté de lui. Un petit chien perdu, tout mouillé, tout tremblant, voulut s'attacher à M. Goliathkin. Et lui aussi, il courait à côté de lui, très vite, la queue basse, les oreilles rabattues, lui lançant juste de temps en temps des regards timides et compréhensifs. Une sorte d'idée lointaine, une idée oubliée depuis longtemps, un souvenir sur une sorte de circonstance arrivée il y avait très longtemps, lui
passa cette fois par la tête. Elle frappait comme un petit marteau dans sa tête. Elle ne le laissait pas tranquille. Elle ne se décollait pas de lui. Ah, ce sale petit chien, chuchotait M. Goliathkin, qui ne se comprenait pas lui-même. Au bout du compte, il aperçut son inconnu à l'angle de la rue italienne. Seulement, cette fois, l'inconnu ne marchait plus à sa rencontre. Il allait dans la même direction que lui, et il courait aussi à quelques pas devant lui. Ils finirent par atteindre la rue des Six Boutiques. Monsieur Goliathkin eut le souffle coupé. L'inconnu s'était arrêté juste devant l'immeuble de Monsieur Goliathkin. On entendit le tintement de la clochette et presque au même moment le grincement du loquet de fer. La grille s'ouvrit. L'inconnu baissa la tête, fila et disparut. Presque au même moment, M. Goliathkin y arriva aussi et comme une flèche, il vola sous la porte cochère. Sans écouter le gardien qui se mettait à grogner, haletant, il se précipita dans la cour et vit tout de suite son intéressant compagnon qui, lui, l'espace d'une minute, se retrouvait un peu perdu. L'inconnu jaillit au bas de l'escalier qui menait à l'appartement de M. Goliathkin. M. Goliathkin se jeta à sa poursuite. L'escalier était obscur, humide et sale. À tous les paliers, on avait amoncelé un chaos de toutes sortes de bric-à-brac, de telle sorte qu'un étranger, un homme sans expérience, se retrouvant dans cet escalier à une heure aussi noire, se serait vu forcé d'y naviguer pendant une demi-heure. À tous les paliers, on avait amoncelé un chaos de toutes sortes de bric-à-brac, de telle sorte qu'un étranger, un homme sans expérience, se retrouvant dans cet escalier à une heure aussi noire, se serait vu forcé d'y naviguer pendant une demi-heure, au risque de se casser les jambes et en maudissant avec ces escaliers ses amis qui auraient choisi un logement aussi peu pratique. Mais le compagnon de M. Goliathkin avait l'air de connaître. Il était comme chez lui. Il courait facilement, sans encombre, avait une connaissance parfaite du terrain. M. Goliathkin le rattrapait presque entièrement. 2 fois déjà, même, un pan du manteau de l'inconnu lui avait cogné le nez. Son cœur se figeait. L'homme mystérieux s'arrêta juste devant la porte de l'appartement de M. Goliathkin, frappa, et, entre parenthèses, ce qui du reste à un autre moment aurait surpris M. Goliathkin, fermez la parenthèse, Petrouchka, c'était comme si là, s'il l'avait attendu, il ne s'était pas couché, lui ouvrait tout de suite la porte et suivit une bougie à la main, l'homme qui venait d'entrer. C'est hors de lui que le héros de notre récit bandit dans son logis. Sans ôter ni son manteau, ni son chapeau, il traversa le petit couloir et comme frappé par la foudre, il s'arrêta sur le seuil de sa chambre.
Tous les pressentiments de M. Goliathkin s'étaient entièrement réalisés. Tout ce qu'il craignait, tout ce qu'il soupçonnait, s'était à présent accompli pour de vrai. Il ne respirait plus. Sa tête se mit à tourner. L'inconnu était assis devant lui, lui aussi, avec son manteau et son chapeau, sur son lit à lui, avec un petit sourire, et plissant un peu les yeux. Il lui faisait un signe amical de la tête. Monsieur Goliathkin voulut crier. Il en fut incapable. Protester, d'une façon ou d'une autre, il n'en eut pas la force. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête et il s'assit comme évanoui d'horreur. Il y avait de quoi du reste. Monsieur Goliathkin avait complètement reconnu son ami de la nuit. Son ami de la nuit, ce n'était autre que lui-même. Monsieur Goliathkin lui-même, un autre Monsieur Goliathkin, mais exactement semblable à lui. En un mot, ce qui s'appelle un double de tous les points de vue.